Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, grand débat spécial budget 2025. Le projet de loi de finances a été dévoilé cet après-midi à Bercy et ce sera difficile, des mots même du ministre de l'économie. L'effort est inédit, colossal. Qui va payer? Les classes moyennes vont-elles traquer? Et les députés, jusqu'où vont-ils modifier les équilibres entre économie et hausse d'impôts? Analyse et réaction dans un instant pour tout comprendre de ce budget à très haut risque. Et puis, notre invité dans la deuxième partie reviendra sur la situation au Proche-Orient, Israël, Liban, Iran, jusqu'où la guerre. Y a-t-il un risque d'embrasement incontrôlable de la région? Gilles Kepel, grand spécialiste du monde arabe, publie Le bouleversement du monde chez Plomb sur l'après 7 octobre. Il sera donc avec nous. Voilà donc pour le programme ce soir de Ça vous regarde. Préparez-vous. C'est parti. C'est donc le coup d'envoi d'un débat budgétaire qui s'annonce périlleux, 60,6 milliards d'euros. Le montant de l'effort demandé par Michel Barnier aux Français est inédit. Tout le monde prendra sa part, a insisté le Premier ministre. Il n'est donc plus question d'un budget supporté uniquement par les plus riches, mais cet effort est-il juste et équitable, comme l'assure le chef du gouvernement? Bonsoir Fanny Guinochet. Bonsoir. Grand merci de m'accompagner ce soir, journaliste économique à France Info et à La Tribune. Vous avez épluché ce budget pour nous et vous avez passé l'après-midi à Bercy. Vous revenez tout juste du ministère des Finances. 3 députés pour débattre de ce budget ce soir avec moi, Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député macroniste Ensemble pour la République du Gers. Bonsoir Jean-Didier Berger. Bonsoir à tous. Député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Et bonsoir Philippe Brun. Bonsoir. Député socialiste de l'Eure. Johan Gillet sera un peu plus tard député du Rassemblement national avec nous depuis la salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Alors, à quelle sauce vont être mangés les Français? Entreprises, ménages, qui va payer? On voit d'abord les grands équilibres avec Stéphanie Despierres qu'on accueille tout de suite, c'est le récap. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ça y est, on a la copie finale du gouvernement. Oui, avec 2 semaines de retard, les ministres ont présenté leur projet de loi de finances. Alors, devant la presse cet après-midi et au Conseil des ministres ce soir, ils ont confirmé les pistes évoquées ces derniers jours. La dette est colossale. La France est le 3e pays le plus endetté de la zone euro. Alors, Bercy sort le rabot. Le gouvernement veut faire 60 milliards d'économies en 2025. Comment ? Ah bien d'abord, en coupant dans les dépenses, 40 milliards en moins, c'est 2/3 de l'effort. L'État, surtout, les collectivités locales et la sécurité sociale vont devoir se serrer la ceinture. La philosophie, c'est faire mieux avec moins. Mais la justice et la sécurité, ces 2 budgets-là seront préservés. Et puis évidemment, en augmentant les recettes. Qui dit recettes, dit impôts, à hauteur de 20 milliards d'euros pour plus de justice fiscale, dit Matignon. Alors, qui va payer précisément ? Alors, les très grandes entreprises d'abord, qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, elles payeront une contribution exceptionnelle pendant 2 ans. Et puis, les ménages les plus riches, les plus aisés, ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par an par couple, devront payer une surtaxe. Ça concerne environ 65 000 foyers. Et puis, les retraités aussi seront mis à contribution pour réduire la dépense. L'indexation des pensions sur l'inflation est décalée du 1er janvier au 1er juillet. C'est tout sauf populaire, mais ça permet 3,7 milliards d'économies à l'État. Et quand Michel Barnier parle d'efforts partagés, qu'est-ce que ça veut dire précisément? À quoi peut-on s'attendre? Eh bien, ça veut dire qu'il y aura probablement un petit coup sur le portefeuille de tous les Français avec des taxes diverses dont on ne connaît pas encore, c'est vrai, tous les détails. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait y avoir une baisse du remboursement des consultations médicales. C'est la sortie aussi du bouclier tarifaire sur l'électricité. Alors, les prix augmenteront environ 120 euros par an, mais seulement pour 20% des Français. Pour les autres, l'électricité baissera, mais moins que prévu. Et puis, il faut s'attendre aussi à un durcissement des malus automobiles pour les véhicules les plus polluants et à une taxe sur les billets d'avion. Alors, Myriam, ce n'est ni l'austérité ni le matraquage fiscal, dit le gouvernement, mais la gauche, elle, n'en est pas très convaincue. C'est un budget qui est sombre pour les Français, particulièrement les classes moyennes et les classes défavorisées. Voilà.
Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont pâtir en priorité d'abord des baisses de dépenses qui sont bien, comme c'était prévu, estimées à plus de 40 milliards. La copie n'est pas définitive, c'est bien ça Stéphanie, elle n'est que partielle ? Oui, cet après-midi à Bercy, les ministres l'avouent, le budget est prêt, mais pas complètement, pas tout à fait, parce qu'il a fallu travailler en un temps record. Et cet après-midi, c'est même le Premier ministre qui l'a reconnu. Ce sera un budget qui sera perfectible, parce que j'ai dû le construire, je me permets de le rappeler, en 15 jours. Jamais un Premier ministre n'a dû fabriquer un budget pour la France en une période de 15 jours. C'est pas possible de tout faire bien en aussi peu de temps. Par exemple, dans les 40 milliards d'économies prévues, eh bien, le gouvernement ne sait pas encore exactement, en tout cas il ne l'a pas annoncé, comment il allait faire 5 milliards d'économies. On le saura avec les amendements que le gouvernement va déposer ici pendant le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Et puis le gouvernement appelle aussi les députés à être responsables et à contribuer et à donner des pistes d'économie. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup Stéphanie. C'est tout l'objet et l'originalité de cette configuration politique. Tout peut changer dans ce budget grâce ou à cause de vous, messieurs les députés. Je vais vous demander très rapidement, premier tour de table, il y a beaucoup de choses. Un mot. On commence par Jean-René Cazeneuve. Un mot pour qualifier ce budget impossible, rigoureux, équilibré, austérité. Un mot. Responsable. Il est absolument vital de réduire le déficit de notre pays et ce budget a le courage de le faire. Je rappelle que vous l'avez en partie construit, en tout cas la majorité à laquelle vous appartenez, celle de Gabriel Attal. Vous héritez de la situation dégradée des comptes publics. Jean-Didier Berger, un mot de la même question. C'est un premier jet. Nous avons, depuis 2019, dépensé 300 milliards d'euros de plus dans ce pays. Il est question d'en récupérer 60, donc ça n'est absolument pas insurmontable. Et avec beaucoup d'humilité, le Premier ministre l'a dit, à nous de faire des contributions pour améliorer encore la copie présentée dans l'urgence par le gouvernement, et nous serons là pour le faire. Responsable, partiel, si je puis dire. Et vous, Philippe Brun ? Le mot, je pense, qui qualifie le mieux, c'est le mot gribouille. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment éponger les dettes laissées par le gouvernement sortant. On ne sait pas comment éponger ces déficits abyssaux. Enfin, jamais dans l'histoire de notre pays, on a eu un décalage de 2 points de produit intérieur brut de dépenses, de déficit par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, comme on dit à Bercy, on fait entrer l'édredon dans la valise. C'est-à-dire qu'on met tout dans la valise et on s'assoit dessus. Du coup, on essaie d'augmenter toutes les taxes qu'on peut trouver. Par exemple, une taxe incroyable. Maintenant, vous allez payer une TVA à 20% quand vous faites entretenir votre chaudière. Bon, voilà, on dit bientôt votre... C'est sur l'achat des nouvelles chaudières, d'après ce qu'on a compris. Sur l'entretien aussi des chaudières. Donc, voilà, pourquoi pas augmenter non plus la taxe sur les Twix. En fait, voilà, on voit bien. C'est marrant parce que vous dites pas austérité. Oui. Je m'y attendais. Je m'attendais à ce que vous alliez me dire austérité. D'ailleurs, ce soir, Pierre Moscovici dit que ça n'est pas un budget d'austérité. En tout cas, on essaie de faire un ajustement budgétaire, on essaie de remédier à une situation aujourd'hui inextricable. Et nous, ce que nous proposons, on aura l'occasion d'en parler. On va y venir. C'est un vrai plan de redressement des comptes. On va y venir. Même question, Fanny Guinochet. J'aurais tendance à dire que c'est un budget rigoureux quand même par rapport au précédent, avec des vraies ruptures. Il y a 2 grosses ruptures par rapport à l'ère macroniste. Et on voit qu'il y a un changement. D'une part, il y a des hausses d'impôts conséquentes, notamment sur les plus aisés, mais quand même des hausses d'impôts, alors qu'on a entendu pendant des années les précédents gouvernements nous dire qu'il ne fallait absolument pas augmenter les impôts. Et l'autre virage, ou rupture en tout cas, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont peser sur le coût du travail. Et là, jusqu'à présent, les décennies passées, on avait des mesures d'allègement du coût du travail pour inciter les entreprises à embaucher. Alors, il y a toute une somme de dispositifs. Et là, on voit au final on le détaillera, mais un certain nombre de mesures vont peser sur le travail, donc notamment sur les actifs. Or, on se souvient que le logiciel originel d'Emmanuel Macron, c'était on préserve les actifs. Alors ça, c'est fondamental. Je voulais qu'on y vienne après, mais puisque vous en parlez tout de suite, Fanny Guinochet, il y a un tabou qui tombe, c'est celui du macronisme. L'ADN d'Emmanuel Macron, ce qui lui permet d'avoir un bilan, somme toute, assez remarquable sur la question du chômage, c'est de baisser le coût du travail, en baissant les charges, en incitant les entreprises à investir. Vous êtes d'accord avec cette mesure-là ? On est d'accord. C'est le principe de réalité qui s'impose à nous au regard
du contexte international qui fait qu'il y a un ralentissement économique, qu'il y a des guerres aux portes de l'Europe. Et donc, hélas, la politique que nous avons menée depuis 2017, qui a été effectivement une baisse d'impôts à la fois pour les Français et à la fois pour les entreprises, qui a produit un certain nombre d'effets, pas tout fait correctement, mais qui a produit un certain nombre d'effets sur le chômage, sur l'investissement des entreprises, sur l'attractivité de notre pays. On ne l'a pas obtenu par hasard, on l'a obtenu parce qu'on a baissé les charges. Ça, c'est le passé. Donc, sauf que là avec ce budget, vous risquez de freiner l'embauche. Je veux dire que c'est ce que dit déjà le MEDEF. Nous ferons des contre-propositions sur l'augmentation des charges, parce que nous ne souhaitons pas cette augmentation des charges. Donc on veut bien lisser les charges pour désmicardiser les Français. Donc ça, on fera des contre-propositions équivalentes en matière d'euros, 1 euro mais pour sans 1 euro. augmenter le coût du travail. Sur les impôts des entreprises, globalement, hélas, on sera, je crois, obligé d'avoir une contribution exceptionnelle. On va y venir à la fiscalité, mais juste Fanny, parce que c'est intéressant de voir que le ton change quand même dans la bouche de Michel Barnier. Est-ce qu'il y a de la justice sociale? Vous la voyez dans ce budget? Et est-ce qu'au fond, finalement, quand il dit tout le monde participera, il ne dit pas tout simplement la vérité, y compris les classes moyennes, mis bout à bout, toutes ces taxes? Alors attention, parce ça que va faire lourd. Tout le monde a une notion de la justice sociale parfois un peu différente, je pense notamment autour de cette table. Mais sûr. Tout de même, c'est vrai que l'effort est demandé de façon conséquente aux grandes entreprises qui gagnent de l'argent, qui sont profitables, au-delà d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a un effort qui est consenti sur les ménages les plus aisés, sachant que Stéphanie Despierre l'a rappelé, c'est vraiment à des niveaux très élevés, c'est 0,3% des contribuables. Mais il n'empêche, et c'est là où Michel Barnier a raison, tous les Français vont devoir participer. Les retraités voient un gel de leur pension, de leur pension qui ne seront pas indexées sur l'inflation pendant 6 mois. Vous avez, par exemple, il va y avoir une taxe sur les billets d'avion. On va demander un effort à l'aérien. Bon, il faut bien imaginer que les compagnies aériennes, elles ont déjà fait leurs calculs, la première étant d'ailleurs Air France, en se disant, puisqu'on va devoir payer, on va rebasculer. Les automobilistes aussi, le malus sur le consommateur. Les mutuelles, on demande il y aura un peu moins de remboursement. Les mutuelles, elles vont être mises à contribution. Vous pensez bien qu'elles vont augmenter donc c'est bien tarifs. Les classes moyennes qui vont le sentir passer. Voilà, il faut dire les choses. Tout le monde va avoir ici ou là. Et pour certains Français, mis bout à bout entre la taxe sur l'électricité, effectivement les remboursements un peu moindres, etc., eh bien, effectivement, ils vont faire un effort. Jean-Didier Berger, vous assumez? Tout le monde devra faire un effort, y compris les classes moyennes, il faut le dire clairement, parce qu'on entendait et la droite et les macronistes, la nouvelle coalition au pouvoir, dire tout sauf les classes moyennes. Ce n'est pas le cas ce soir quand on regarde ce budget. Écoutez, en tout cas, c'est la copie de départ. Nous sommes là pour faire des propositions constructives. C'est ce que Michel Barnier a appelé de ses voeux. Et donc, par exemple, sur les retraités, nous ferons des propositions pour éviter autant que possible de toucher aux pensions des retraités. Même chose pour tous les impôts ou taxes qui pourraient toucher les classes moyennes. Moi, ce que je souhaite, avec mes collègues de la droite républicaine, avec Laurent Wauquiez, c'est que ce budget ressemble à un budget d'un gouvernement de droite. Et donc, de faire en sorte... Et M. Barnier n'est pas de droite. Vous comprenez que pour les Français qui essayent de suivre ce qui se passe, c'est cul par-dessus tête, on ne comprend pas. Il trouve une situation qu'il aborde avec beaucoup d'humilité. Il dit voilà l'ampleur de la tâche à accomplir, voilà la première copie qu'on est susceptible de donner dans l'urgence. En 15 jours, il l'a dit parfaitement lui-même. Et maintenant, sur cette base-là, on va faire des propositions, on va bosser ensemble pour faire en sorte d'alléger la difficulté. Donc il y a déjà des lignes rouges ce soir dans la copie de Michel Barnier. Il y a déjà des lignes rouges de franchies pour vous, notamment sur les retraites. On n'est pas du tout en train de parler de lignes rouges, de choses inacceptables, parce qu'il faut prendre garde aux mots qu'on utilise. Oui. On est dans une situation d'une gravité exceptionnelle. Pierre Moscovici l'a encore rappelé devant la Commission des Finances tout à l'heure, une situation inédite. Mais moi, je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent que depuis 5 ans, en fait, on n'a pas mis un terme au quoi qu'il en coûte. 300 milliards d'euros de plus en 5 ans. Là, on parle de récupérer quelques dizaines de milliards d'euros. C'est
pas grand-chose. Il faut aller au-delà des 60 milliards. Mais vous voyez bien que si de dépenser toujours plus, ça avait amené une forte croissance, si de dépenser toujours plus, ça avait réglé tous les problèmes de services publics dans notre pays, donc on le saurait. Vous irez au-delà Donc de la baisse oui, des dépenses qui est proposée. Oui, je pense qu'il faut accentuer les efforts sur la baisse de dépenses publiques. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Alors, il y a plein de tiroirs déjà qui ont été ouverts. On va essayer d'organiser. Philippe Brun, revenons un instant sur la fiscalité. Parce que ça, c'est quand même quelque chose... On peut imaginer peut-être une majorité sur ce plateau, sur les plus riches et les grandes entreprises les plus profitables. Ça va dans le bon sens. Est-ce que sur ces deux piliers-là, on est quand même, je regarde mes notes, à 19,4 milliards de recettes fiscales supplémentaires? Vous dites oui. Alors d'abord, sur la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, c'est une proposition que j'avais faite moi-même à Matignon, à Michel Barnier. Donc nous sommes favorables à une surtaxe exceptionnelle sur les très grandes entreprises pour boucher le trou de cette année. Donc nous allons évidemment voter favorablement cette mesure. On a nous-mêmes présenté hier avec Éric Coquerel et toute la gauche réunie. Donc nous, les socialistes, nous l'ont proposé, la gauche l'a repris. Donc nous sommes d'accord sur ce point. Sur les plus fortunés, on a l'impression que l'ISF revient. C'est ce que titre Le Figaro c'est pas aujourd'hui. l'ISF, puisque c'est une surtaxe d'impôt sur le revenu pour les gens qui ont plus de 500 000 euros. Donc le patrimoine n'est pas concerné. Je trouve pas ça. Je pense qu'il vaut mieux rétablir l'impôt sur la fortune et de frapper finalement les patrimoines les plus élevés. Pas le patrimoine professionnel, mais les grands appartements, les yachts. Pardon ? Donc pas les plus élevés, puisque pas le patrimoine professionnel, parce que votre entreprise, voilà, c'est pas la même chose, mais prendre les patrimoines les plus élevés, notamment l'immobilier, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, ça existe déjà, mais il faut en plus prendre le patrimoine financier qui n'est pas professionnel, les yachts, les œuvres d'art qui en étaient exclues jusqu'ici. Nous pensons que ce serait une mesure de justice. Donc vous déposerez un amendement là-dessus. Bien sûr. Retour de l'ISF. Et le retour de l'ISF, il est, à mon avis, majoritaire à l'Assemblée, y compris dans les rangs d'un certain nombre de députés Renaissance, ça s'appelle plus Renaissance, Ensemble pour la République, qui nous disent qu'ils sont favorables à ce qu'on regarde cette option. Donc c'est possible, en tout cas je l'espère, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, que nous réussissions à rétablir l'ISF. Jean-René Cazeneuve, il y en a chez vous quand même, chez les macronistes, qui ne seraient pas complètement hostiles à un retour de l'ISF. Non, mais ou c'est vraiment tabou? Le concours Lépine des impôts, des taxes, etc., la France a été championne pendant des décennies à ce petit jeu-là, et on l'a clairement payé avec le chômage, avec la fuite d'un certain nombre d'entreprises, avec tout un pan industriel de notre pays qui s'est écroulé. Donc je crois qu'il ne faut pas y aller. Aucun pays au monde ne fait d'impôt sur la fortune. Donc on peut se distinguer une fois de plus. Donc on n'est pas pour un certain nombre d'impôts très ciblés. Donc on va taxer, par exemple, le rachat d'actions. On veut, il y a des certain nombre de mesures qui sont ciblées, franchement. Plusieurs centaines de millions seulement. Oui. C'est pas les mêmes masses. Et c'est vrai que le rachat d'actions, même aux États-Unis, vous avez une taxe sur les rachats d'actions. Ah, absolument. Alors qu'ils sont les rois en la matière. Absolument. Mais on va être les premiers en Europe. Vous voyez, on est capable aussi d'innover. Mais attention, vous voyez, on est à un niveau de prélèvement obligatoire. On est 7 points au-dessus de la moyenne européenne. Ça veut rien dire, donc la marge de manœuvre, si, ça veut dire beaucoup de choses. La marge de manœuvre, si vous voulez, d'un point de vue fiscal, marge de manœuvre d'un point de vue fiscal, elle est extrêmement limitée. Et je suis désolé, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les classes moyennes. Non, l'effort le plus important est ciblé sur les grandes entreprises et sur nos concitoyens les plus riches. C'est normal. Alors, on y va sur les grandes entreprises. On indexe l'impôt sur le revenu, on ne bouge pas la TVA, CSG, je ne sais quoi. Quand vous avez des consultations médicales qui sont moins bien remboursées, quand vous avez un malus auto, quand vous avez l'avion que vous prenez peut-être une fois l'an, tout ça cumulé, ça impacte pas forcément les plus riches d'entre nous. Mais en proportion, c'est vraiment sur un certain nombre d'entreprises et de concitoyens limités. Sur la taxe sur les entreprises, sur la fiscalité, là vous suivez ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles dès lors que ça ne touche pas les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Toucher des entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros, qui pèsent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on n'est pas sur quelque chose qui est un risque pour l'emploi, pour la délocalisation des entreprises. Donc il y a des choses qui sont possibles et que les Français comprennent. De la même façon, sur les ménages qui gagnent plus de 500 000 euros par an, on n'est pas en train d'opprimer la veuve et l'orphelin. Mais par contre, par exemple, sur les pensions de retraite ou sur les taxes sur l'électricité, moi je souhaite que d'autres solutions soient trouvées. Donc on va faire des contre-propositions. Les rachats d'actions, par exemple, on l'a dit aux États-Unis, c'est une taxe de 1%. Ce qui est proposé par le gouvernement, c'est d'aller dans la même direction. Moi je pense qu'on peut aller
plus loin s'agissant de ce sujet pour limiter les hausses de taxes sur l'électricité ou pour limiter le report de l'indexation des retraites. Alors, il y a deux mesures qui semblent très urticantes. On va les prendre l'une après l'autre. C'est dommage qu'on ne soit pas avec le RN, mais M. Gillet arrive aux 4 colonnes parce que le Rassemblement national aussi, c'est une ligne rouge, les retraites. Parlons d'abord de cette question de l'indexation. C'est vous qui avez la main, c'est ça qui est inédit. C'est vous qui allez décider au final de ce que ce budget va devenir, sauf si 49.3, on en reparlera. Philippe Brun, sur les retraités. C'est temporaire, hein, c'est 6 mois le report de l'indexation. Bon, c'est injuste parce que il y a beaucoup de retraités. Aujourd'hui, la pension de retraite moyenne, elle est en dessous de 1 500 €, un peu en dessous de 1 500 €. Et vous avez une très forte concentration des retraites, je veux dire, autour de 1 000 €, un peu plus de 1 000 €. Donc des gens qui, finalement, sont modestes et qui font face à l'augmentation des prix généralisés, de l'énergie, des prix alimentaires de 14% l'année dernière. Donc c'est pas juste de ne pas augmenter leur retraite. Et je veux dire aussi que les minima sociaux, eux, augmentent, sont indexés sur l'inflation, y compris le minimum vieillesse. Si bien que si vous avez travaillé toute votre vie et que vous avez fait tous vos trimestres, et que vous avez une carrière complète et que vous êtes à une retraite à environ 1 000 €, le minimum vieillesse va bientôt être au même niveau que votre retraite. Donc dire que les retraités sont privilégiés, qu'ils n'ont pas de crédit immobilier sur le dos et qu'il est temps quand même de demander un effort et pas seulement aux actifs, ça dépend lesquels. Je suis étonnée que l'homme de gauche ne se retrouve pas là-dedans. Attention, je veux dire, encore une fois, moi, il y a une forme de déconnexion parisienne. Parce qu'il y a un nombre de journalistes qui, en fait, sont des enfants de bourgeois dont les parents sont des boomers. Écoutez, tous les retraités de France, ce n'est pas des boomers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent toute leur vie, qui ne coûtent pas cher à la société parce qu'ils ont une espérance de vie 13 ans inférieure à celle d'un cadre et qui ont le droit, je crois, d'avoir une retraite digne et qui augmente au niveau de l'inflation au mois de juillet. Donc ce mauvais quoi, je vous le dis, j'ai 32 ans, donc j'ai toutes les raisons de dire allons taper sur les retraités. Et les retraités, ils ne votent pas majoritairement à gauche. Donc je dis simplement qu'il y a un problème de justice. Et il y a un problème de justice parce que quand on a un retraité pauvre, alors après on peut parler de la désindexation. Non mais c'est passionnant de vous entendre parce qu'on voit que voilà, les sujets sont complètement la désindexation. Clivage. On pourrait parler de la désindexation au-dessus pour les très hautes retraites. Au-dessus de 3 000 €, on pourrait réfléchir à ça. Moi, je ne serais pas défavorable à ce qu'on réfléchisse à ça. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que j'entends de mes collègues, c'est que le budget, là, il n'est pas encore arrêté et c'est l'Assemblée qui va avoir le dernier mot. Et nous, on est prêts à travailler tous ensemble parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Ça ne passe pas sur les retraites à gauche, clairement, ni au sein de la droite républicaine. Il y a énormément de tensions sur le sujet retraite. On a entendu le contre-projet de budget de Gabriel Attal hier qui a dit attention, trop d'impôts, attention à la mesure retraite. Qu'est-ce qui va se passer, Fanny Guinochet? Elle est à peine née, déjà on voit bien que c'est une ligne rouge, c'est un tabou. Ça a été un tabou l'année dernière. Le gouvernement, juste pour que vous ayez le raisonnement, c'est de dire l'année dernière, les salariés ont été moins bien traités que les retraités, puisqu'on a eu une indexation des retraites au-delà de 5%, et je parle que des retraites de cette base. année, oui. Voilà, enfin pour 2024. Et donc, quelque part, alors on ne sait pas comment le dire parce que ça peut choquer, mais les retraités ont été mieux traités que les gens qui travaillaient, alors même si la retraite c'est du salaire différé pour un certain nombre de Français, dans la tête des Français, les salariés du privé en tout cas, et même du public, ils n'ont pas connu 5% d'augmentation. Donc c'est normal de demander cet effort concentré sur 6 mois, alors qu'ils ont eu une forte revalorisation l'année dernière, c'est-à-dire au niveau de l'inflation, sachant que les retraites, tout de suite, un tout petit point, ça pèse très lourd parce que on a plus de 20 millions de retraités, c'est le premier poste de dépenses de l'État. L'année dernière, la revalorisation des retraites, c'était 15 milliards d'euros. Il faut bien avoir en tête la masse que ça représente. Et là, effectivement, l'effort qui serait demandé aux retraités pendant 6 mois, ça représente grosso modo 4 milliards d'euros d'économie. Jean-René Cazeneuve et ensuite Monsieur Berger, dites-nous où vous en êtes, vous, de votre conviction, de votre religion sur la mesure retraite. Sur la mesure retraite, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Philippe Brun, c'est-à-dire que c'est le résultat du travail de toute une vie, et c'est vrai que c'est dur de s'attaquer aux retraites. Mais vous l'avez dit, l'augmentation cette année a été de 5,3%. L'année prochaine, l'inflation sera de l'ordre de 2%, donc c'est un effort de 1,8 même, a dit l'INSEE. Exactement. Donc ce sera un effort d'1% à peu près sur l'année prochaine pour les retraités. Donc moi, je crois qu'on n'y est pas favorable.
objectivement, on n'est pas favorable. Mais là aussi, en responsabilité, nous proposerons des recettes en face de cette économie. Et peut-être qu'on arrivera à un compromis en fonction peut-être Alors, du c'est niveau de intéressant parce retraite. que vous êtes 3 groupes différents. On n'a toujours pas le RN, mais il est clairement contre la mesure retraite. Donc, elle est mornée, cette mesure. Comment vous la compensez? On doit trouver 3,6 milliards à la place donc, de ce report d'indexation. Pour que les Français qui nous regardent comprennent comment vous allez travailler. D'abord, moi, je pense qu'il faut accentuer les efforts de l'État en matière de baisse de la dépense publique. Clairement, quand on a dépensé autant, on doit pouvoir dépenser un peu moins. Et ce n'est pas du tout scandaleux que de le dire. Et quand on regarde la trajectoire de la dépense publique dans notre pays, on voit que la proposition pour l'instant du gouvernement, c'est de réduire un tout petit peu la dépense publique. On est encore très, 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 très loin devant la moyenne de tous les pays européens en matière de dépenses publiques. Et vous les trouvez où? Il Donc faut vous supprimez les accentuer. fonctionnaires Je vais dans vous quel donner, je vais vous donner secteur un exemple. précisément? Je vais vous donner un seul exemple. Il y a 2 millions d'agents de l'État, 2 millions de fonctionnaires dans notre pays. Ce qui est proposé pour l'instant, c'est de réduire le nombre de fonctionnaires de 1200 équivalents temps plein. Est-ce que vraiment on pense qu'en réduisant seulement de 1200 agents les services de l'État, qu'on est à la maille du défi qui s'impose à nous? Moi, je vois les efforts qui sont demandés aux collectivités, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On y vient, les efforts qui nous sont demandés, c'est bien plus important que ça, donc on doit pouvoir accentuer cet effort dans les services de l'État et dans tous les organismes, dans toutes les agences de l'État. On va y venir aux collectivités. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on cherche de l'argent, il faut réduire les dépenses. Qu'est-ce qu'on sait de ce budget précisément sur la question des effectifs dans la fonction publique? La question des effectifs, c'est un petit peu plus. Visiblement, c'est même quasiment le double. Un plus de 2000, c'est ça? Un petit peu plus. Alors après, je vous invite à aller regarder les chiffres qui sont parus ce soir. Mais vous avez 1196. L'école, vous avez entre les agences régionales de santé, vous avez à France Travail, donc on voit qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont touchés. Oui, mais de l'autre côté, en fait, c'est le solde, parce que de l'autre côté, vous avez du côté de la justice, vous avez du côté de l'armée, il y a en revanche plus de fonctionnaires. Après, la question de la dépense, c'est vrai qu'elle va être cruciale, parce que ce soir, après une présentation de ce budget, on a 5 milliards d'euros de dépenses qui sont prévues par le gouvernement sans avoir aucun détail. En nous disant, écoutez, on verra. 5 milliards, c'est quasiment un quart de ce que nous annonce, même un peu plus, le gouvernement. On ne sait pas où seront pris les 40 milliards. Il faut bien avoir en tête les masses. C'est ça, c'est 40 milliards de baisse de dépenses pour 20 milliards de hausse d'impôts. De hausse d'impôts. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est les grandes masses. Mais on n'a pas... Bercy, ce soir, ne donne pas les détails. On ne peut pas retrouver les milliards. Non, ne donne pas tous les détails. Et donc, c'est vrai que, pour vous dire un peu cet après-midi, on est tous un peu restés sur notre faim en disant... En fait, ça fait quand même un petit moment qu'on nous parle de tailler dans les dépenses. Et c'est vrai que derrière, il va y avoir un consentement à l'impôt qui va être important, oui ou non. C'est-à-dire que les Français vont dire, vous vous souvenez du ras-le-bol fiscal? Nous, on veut bien payer plus, on veut bien... Mais enfin, d'ailleurs, ce soir, Pierre Moscovici alerte à nouveau sur le ras-le-bol fiscal. On veut bien payer plus, mais il est détenteur de l'expression. On est face à un gouvernement, alors c'était le précédent, mais en tout cas un État qui s'est trompé dans les prévisions, qui aujourd'hui nous dit les caisses sont vides bien plus que ce que l'on avait vu, même si ça fait un petit moment qu'on a des soucis de finances publiques. Et d'autre part, on a, alors vous allez vous priver pendant 6 mois de votre retraite, l'électricité va moins augmenter, vous pourriez avoir une baisse plus importante, mais en fait, nous, on va couper, mais on ne vous dit pas où exactement. Donc c'est là où il risque d'y avoir un petit peu de crispation. Bon, la vérité, c'est qu'il va y avoir à peu près 2000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des fermetures de classes en milieu rural. Moi, je sais que chez moi, j'ai des écoles qui vont fermer, en tout cas des classes qui vont fermer. Ça veut dire la fin du dédoublement des CPCE dans un certain nombre de quartiers. Mais même pas. C'était plutôt une bonne mesure. Nous l'avons soutenue, celle du président de la République. Le dédoublement en REP, c'est ça? Je crois qu'il va y avoir forcément... Alors attendez, parce qu'on n'a pas les détails pour le moment. Ce que dit le gouvernement, c'est que... On les a les détails. Alors, on sait que la baisse du nombre d'agents dans l'éducation nationale est liée simplement à une question démographique. Il va y avoir moins d'élèves, donc moins de profs. Donc c'est même pas ça. Et donc c'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle, vous savez, je suis maire depuis 10 ans, donc je sais très bien comment se passent ces sujets. Et là, je vois bien que la baisse de la démographie, et d'ailleurs c'est inscrit noir sur blanc dans les chiffres qui nous ont été communiqués ce soir, donc l'effort ne porte même pas
là-dessus. Donc on doit pouvoir faire davantage dans toutes les agences de l'État et dans les services. Vous savez, par exemple, à l'hôpital, il y a 35% d'agents qui sont des agents administratifs. En Allemagne, c'est 24%. C'est-à-dire qu'on a 50% d'agents administratifs en plus que dans d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que les autres en la matière? Il y a des gisements d'économie. Vous reconnaissez que politiquement, ça va être très difficile à expliquer aux Français, notamment en matière d'éducation et de santé publique à l'hôpital. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce que les choses sont difficiles. Si c'était facile, d'autres que nous auraient pu, avec beaucoup de démagogie, arriver à nouveau au pouvoir. Alors en même temps que je vous écoute, je cherche les majorités. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais simplement pour expliquer comment nous, est-ce qu'on propose de faire, on propose simplement de faire une année blanche, de dire on dépensera en 2025 le même argent qu'on dépensait en 2024, sauf dans les secteurs régaliens, justice, sécurité, défense. Et puis on propose une autre mesure, c'est sur un certain nombre de dépenses de revenir au niveau d'avant Covid, au niveau de 2019. Par exemple sur l'aide publique au développement pour les pays étrangers. Comment est-ce qu'on peut continuer à donner beaucoup plus qu'en 2019 alors qu'on n'a pas le moindre centime dans ce pays? Vous reconnaissez que ce n'est pas des milliards qui vont être retrouvés là-dessus? Mais si, madame, ce sont plusieurs milliards dont on parle. Ça a augmenté de plusieurs milliards, de centaines de millions chaque année. Et donc, on a la capacité de revenir. On n'est pas obligé de commencer à donner aux autres alors qu'on n'a pas déjà l'argent pour nous-mêmes. Alors, Jean-René Cazeneuve, vous êtes allié, même si on voit beaucoup de tensions entre ces deux partenaires dans cette coalition. Le socle commun. Est-ce que vous vous retrouvez dans la philosophie qu'on comprend très bien de Jean-Didier Berger pour la droite républicaine, c'est d'aller encore plus loin dans les baisses des dépenses, dans la rationalisation du fonctionnement de l'État, tailler dans les effectifs également de la fonction publique? Tailler dans les effectifs, franchement, quand on parle de 2000 fonctionnaires sur un total qui est proche de 6 millions, je dis pas, le prenez pas mal, c'est l'épaisseur du trait, si vous voulez. C'est vraiment entre ceux qui sont embauchés, qu'on n'a pas réussi à embaucher, qui sont partis plus tôt. Donc, franchement, c'est une stabilité, globalement. Là où l'équation est difficile, c'est qu'effectivement, dans notre pays, on a un peu tendance à faire toujours plus. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois, pour de bonnes raisons de politique publique, pour protéger les Français pendant le Covid, pour protéger les Français contre l'inflation, on a augmenté les dépenses. Et on ne sait pas raisonnablement. Il faudrait qu'on soit tous d'accord sur dire à un moment donné, écoutez, non, les crises sont terminées, on peut probablement rebaisser un peu les dépenses, comme on le fait sur l'électricité. On a baissé les taxes sur l'électricité pour protéger les Français. Maintenant qu'on revienne au taux d'électricité avant, c'est pas mal. Bon, alors est-ce qu'il faut dépasser ça? C'est un autre débat, mais un minimum qu'on revienne. Vous avez des informations là-dessus sur le prix mégawattheure? Dans le budget, c'est au-dessus, mais nous, on voudra 40 euros finalement. Donc, vous avez dit 32 euros. On ait cette capacité. Sur les enseignants, il y a, je ne sais plus, mais on perd des dizaines de milliers d'élèves chaque année. Hélas, c'est la pyramide démographique. Et donc, le taux d'encadrement, et c'est très bien, augmente depuis 2017. Avant, je ne sais pas. Donc, il augmente, c'est-à-dire que le nombre d'enfants par classe baisse chaque année. Bon, c'est vachement bien, mais à un moment donné, on peut se dire, on stabilise. Et si on fait 1000, et c'est même pas des postes de professeurs, mais si on faisait 1000 postes de professeurs, on aurait encore un taux d'encadrement qui progresse. Ensuite, je voudrais terminer là-dessus, quand on parle de dépenses publiques, et là peut-être, avec mon collègue républicain, on ne sera pas tout à fait raccro, mais quand on pense de dépenses publiques, on dit effectivement, les dépenses publiques ont augmenté depuis 2019, alors 250, 300 milliards, 300. C'est entre les deux. Mais c'est pas que l'État. C'est les collectivités territoriales, l'État et la sécurité sociale. Et donc, si on veut faire des efforts, c'est probablement sur... Alors, on y va sur les collectivités locales. Vous vouliez rajouter quelque chose avant que je passe le reportage sur les collectivités locales? Il y a un énorme problème de l'éducation nationale aujourd'hui. Il y a des enseignants non remplacés. Enfin, j'en ai tous les week-ends dans ma permanence, des gens qui viennent me voir pour me parler de ça. Les postes existent, c'est un jeu d'organisation. Des collèges où des enfants n'ont pas eu en 6e ni prof de français ni prof de maths. Donc supprimer 2000 postes d'enseignants de plus, je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Vous pensez qu'ils pourraient redéployer, même si c'est des questions démographiques on a fermé 18 classes depuis 5 ans. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Donc l'éducation, je propose qu'on sanctuarise peut-être ce sujet-là. Au moment où on dégringole dans les classements de PISA, on a des grands problèmes d'éducation en France. Je pense
pas que ce soit le bon endroit où faire des économies. Les Français regarderont ce débat, j'en suis sûre, sur LCP qui ne fait que commencer. Marathon budgétaire, on verra comment ça atterrit sur la question de la fonction publique dans l'éducation nationale. On le disait, les dépenses, c'est les 2/3 de ces 60 milliards et 5 milliards va être demandé d'économies aux collectivités locales. Certaines d'entre elles ont pris les devants. C'est le cas, vous allez le voir, de cette commune près de Chartres. Clément Perrault a rencontré son maire. Reportage. Rationaliser les dépenses de sa commune, c'est l'obsession de Rémi Martial. Ce maire Les Républicains de Lèves, 6000 habitants, a supprimé 40 postes de fonctionnaires depuis son élection en 2013. Ça représente près d'un tiers du personnel. Donc ça sera ce livret-là qui sera mis à jour. Le tout, assure-t-il, sans endommager la qualité des services. En mairie, il nous montre l'exemple du guichet d'accueil unique qui regroupe plusieurs services. Désormais, on a 2 postes de travail, donc un poste d'accueil et derrière, on a un agent qui gère les tâches d'état civil. Ces travaux de la mairie en mode guichet unique nous ont permis de rassembler sur un seul et même site l'ensemble des services administratifs de la mairie et du CCAS. En réalité, on a pu supprimer 2,5 postes sur cette opération. Autre exemple, à quelques mètres de la mairie. L'élu nous montre son nouveau bâtiment multiservice. Il permet là aussi d'économiser en centralisant des activités. Ici, on a une cantine scolaire, les accueils de loisirs, mais aussi une bibliothèque municipale ainsi qu'une salle associative. Ça nous a permis là aussi de supprimer plusieurs postes puisqu'on a mieux optimisé le service. Mais en termes de gestion du bâtiment, on a à peu près 400 000 € d'économies annuelles. Mais les économies, c'est aussi un travail de fourmi. Pour baisser la voilure de sa collectivité, le maire, dès son élection, a fait éplucher toutes les lignes de dépenses par sa directrice des services. Poste par poste et service par service, on a tout repointé, les fonctionnements. À l'accueil, par exemple, elles étaient 4. Il y a des services à la restauration. Si vous mettez un self en place au lieu d'un service à table, obligatoirement, vous avez moins de personnel. Je suis convaincu qu'effectivement, collectivité par collectivité, il y a toujours des pistes et des sources d'économie. Après, le rôle du politique, c'est de faire des choix, de prendre des décisions, de les assumer. Les élus de l'opposition sont plus nuancés sur les vertus de ces économies. Ils nous ont répondu par mail. Depuis l'élection de M. Martial, des coupes sévères ont été effectuées dans les dépenses courantes liées à la vie quotidienne. Diminution des aides aux seniors et des activités culturelles à l'école, suppression de la banque alimentaire. Ces coupes budgétaires permettent au maire de baisser chaque année depuis 10 ans sa taxe foncière. Les électeurs semblent adhérer puisque Rémi Martial a été réélu en 2020 avec près de 70% des suffrages. Voilà donc un exemple de collectivité locale qui s'est offert une cure de minceur, manifestement sans dégrader la qualité du service au public. Il faut que ça fasse école dans toute la France. Bravo, bravo à ce maire. Comment ça va se passer exactement ? 5 milliards, on demande aux collectivités d'arriver à faire des économies, on les oblige, on leur baisse les dotations de l'État. Comment vous allez réussir à atteindre cet objectif ? Bon, d'abord, moi, je voudrais livrer le témoignage du maire que je suis depuis 10 ans. On a déjà eu 11 milliards d'euros de baisse des dotations de l'État. Donc moi, j'avais 10 millions, par exemple, pour ma commune. C'est passé à 5 millions. Ça veut dire, c'est énorme. Ça veut dire quasiment 20 points d'impôts en plus. C'est comme si on avait eu toute une année blanche, toute une année sans ressources fiscales pour une commune de 50 000 habitants. C'est en 2014. Ça, c'était entre 2014 et maintenant. 50 millions qui ont été prélevés. Donc là, un effort supplémentaire de environ 3 milliards, parce que sur les 5 milliards, ça serait 3 milliards qui seraient vraiment concernés par ce mécanisme. C'est un effort encore très important qui serait demandé aux collectivités locales. Trop important ? Moi, je crois qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, parce que si ça doit se traduire par une augmentation fiscale dans chacune des collectivités derrière, c'est effectivement les classes moyennes qui devront payer. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est-à-dire, les conséquences, c'est quoi ? Si par exemple, concrètement, pour les classes moyennes dans une ville comme la vôtre, si par la exemple, cantine scolaire qui coûte plus cher, c'est quoi ? On est en train de parler, par exemple, pour une ville comme Clamart, d'1,5 million de ponctions supplémentaires. 1,5 million, ça représente 5 points d'impôt supplémentaires. Si je dois augmenter les impôts dans ma ville de 5%, ce n'est pas indolore pour les contribuables
pour les familles. Ou alors, ça veut dire on supprime des services ou on augmente des tarifs. Donc tout ça, ça a un coût. On peut tous faire des économies. Moi, quand je suis arrivé, j'ai passé le nombre d'agents publics, un peu comme le maire dont il est question dans le reportage, 2000 à 900. Ça nous a permis de tenir. Je n'ai pas augmenté les impôts pendant 10 ans, mais il faut faire attention parce que les collectivités locales, contrairement à l'État, votent leur budget en équilibre. Si l'État assumait de faire pareil et de baisser davantage ses dépenses comme il le demande aux collectivités, on n'aurait peut-être pas besoin de demander cet effort. Je rappelle que vous êtes la droite républicaine et que c'est Michel Barnier qui propose cette mesure pour qu'on prenne un peu la mesure de ces lignes et de ces parfois cohérences, incohérences. Mais c'est très intéressant et on découvre tout ça ensemble. Philippe Brun, il y a des abus dans les collectivités locales. Franchement, quand on écoute off, comme on dit dans la coulisse, les différents parlementaires que vous êtes, on nous parle véritablement un peu de gabegie. Écoutez, d'abord, ça ne veut rien dire collectivité locale. Il y a plusieurs niveaux de collectivités locales. Par exemple, les départements, aujourd'hui, sont en grande difficulté parce que leurs ressources, notamment, c'est les droits de mutation, c'est les frais de notaire quand vous achetez ou vendez un appartement ou une maison. Et là, ça plonge et ils payent le RSA. Aujourd'hui, ça ne peut pas dire qu'il y a de la gabegie, par exemple, dans les départements. Là où il y a peut-être des économies à faire, je pense, c'est dans les intercommunalités. Vous avez beaucoup chargé de mission, transition, mobilité douce, voilà, vous avez parfois des services, des directions de la communication qui sont gigantesques. Il y a des efforts qui peuvent être faits. Mais maintenant, je crois que ces efforts, ils peuvent être faits que s'il y a une réforme structurelle. Et pas, je vais dire, des propositions comme celle-ci qui, finalement, viennent frapper les collectivités alors que, finalement, le plan de charge est déjà établi. Vous avez un maire qui est élu en 2020. Donc il faudrait quoi, une autre décentralisation, c'est ça ? Il a prévu ses investissements, il a prévu ses recrutements jusqu'en 2026, là où arrivent les élections. Oui, il y a trop de niveaux de collectivité. D'accord, donc il faudrait d'abord une réforme territoriale. Trop de niveaux de collectivité et ça coûte très cher aux finances publiques. Avant de leur demander des... Eh ben, tout le monde est d'accord, mais c'est incroyable. Tout le monde est d'accord. Fanny Guinochet sur les collectivités. La mesure auquel vous faisiez référence, juste pour préciser, c'est un fonds de précaution pour les collectivités avec un prélèvement, alors pas sur les collectivités les plus petites ni les plus fragiles, mais sur les autres collectivités qui permettraient, en fait, c'est une épargne forcée qui permettrait, donc ça c'est dans le projet de loi de finances qui a été donc c'est contraint quand même par l'État. Contraint. Et c'est vrai que sur les collectivités, pour répondre à votre question, ça va se répercuter s'il y a des baisses de dotation ou des ponctions supplémentaires, inévitablement, les maires, les élus locaux, ils répercutent. Je pense qu'un certain nombre de Français, alors certes vous me direz ce sont les propriétaires, mais c'est quasiment 57% des Français, ont vu dans un certain nombre de collectivités la hausse de la taxe foncière. C'est à la main. Oui ou non ça, c'est tous témoigner. Non, mais ça, c'est à la main les grandes souvent des élus. Il y a et c'est vrai que c'est direct. Vous parliez d'investissements qui sont faits pour les enfants. Vous savez, tous les services extrascolaires, c'est à la charge des collectivités. Donc, ça veut dire des services qui seront peut-être limités pour les familles. Le centre de loisirs, etc. Ça se répercute très vite. Sachant que, juste une précision, il y a aussi, on parlait tout à l'heure des suppressions d'emplois, ont été annoncées cet après-midi, des suppressions qui concernent les emplois aidés. Les emplois aidés, vous savez, souvent, c'est ce qu'on appelle familièrement les dames de cantine ou ces emplois qui sont des emplois peu qualifiés. Là, le gouvernement va limiter ces aides. Alors on a retrouvé, si j'ose dire, Yohann Gillet, député du Rassemblement national. Je vous donnerai le mot de la fin parce que ce débat s'achève, mais c'est vrai que c'est important parce que vous êtes évidemment une force parlementaire incontournable désormais dans cet hémicycle. Yohann Gillet, votre impression globale sur ce budget dont on connaît maintenant les arbitrages ? Écoutez, le Premier ministre ne tient pas ses promesses parce qu'il avait dit très clairement qu'il ne ferait pas la poche aux Français et visiblement ce qui est annoncé, c'est qu'on va faire la poche aux Français, encore un peu plus. Les classes populaires, les classes moyennes vont toujours plus souffrir. Puis au-delà de ça, on voit que le Premier ministre n'a pas le courage finalement de prendre les mesures structurelles qui sont nécessaires pour faire des économies parce que nous, ce que nous disons au Rassemblement national, c'est qu'il faut faire des économies sur les mauvaises dépenses et elles sont nombreuses. On peut parler par exemple des dépenses liées à l'immigration, c'est 50 milliards par an. On peut parler de la fraude fiscale et sociale, c'est 75 milliards d'euros par an. On peut parler du millefeuille administratif avec toutes ces agences gouvernementales qui existent par milliers et qui ne sont pas toutes nécessaires, loin de là. On peut parler également d'une réforme territoriale. On peut envisager par exemple de travailler sur les compétences des départements, des régions. Pourquoi pas supprimer... On en a parlé déjà longuement. Voilà. Il y a déjà des propositions similaires autour de cette table dans ce studio pour bien comprendre votre ligne rouge sur les retraites. Le report de l'indexation des pensions, c'est toujours clair et net, c'est non ?
Non, notre ligne rouge, c'est la taxation supplémentaire des Français qui se lèvent tôt, qui travaillent, des classes moyennes qui n'en peuvent plus et qui sont surtaxées. Donc Marine Le Pen avait été très claire en la matière. Nous demandons au Premier ministre de ne pas taxer davantage les Français qui payent déjà suffisamment d'impôts. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2023, la France a atteint un triste record de prélèvements obligatoires et qu'en zone euro, la France est en première position en termes d'impôts et de taxation de ses habitants. Donc c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui, mais au-delà de ça, il y a même des mesures qui vont détériorer l'économie de notre pays. Moi, je pense par exemple à l'augmentation du coût du travail qui va avoir des conséquences désastreuses pour l'emploi. Via le remodelage des allègements des charges. Merci, Yohann Gillet, vous aurez le mot de la fin. On va tout droit vers le 49.3. Ça semble trop périlleux, c'est très très compliqué. Quand on voit vos positions, d'un mot, Jean-René Cazeneuve. Je ne peux pas laisser dire que ce sont les classes moyennes. Vous avez bien vu qu'on a ciblé les grandes entreprises, on a ciblé les grosses collectivités territoriales et on a ciblé les contribuables les plus riches. Donc, il faut arrêter sur ce discours. Sur les collectivités territoriales... Attendez, sur le 49.3 pour conclure. Écoutez, moi j'espère qu'il y aura un débat le plus longtemps possible et qu'on pourra aller au bout de ce débat. Maintenant, un budget, c'est un ensemble. Donc attention aux suites d'amendements qui font que le débat à la fin n'est plus du tout cohérent. Merci. Donc c'est le risque le plus important. Merci, c'était important de faire ce point d'étape. On a essayé d'ouvrir un maximum de tiroirs. J'espère que vous avez pu suivre. Merci à vous. On va y revenir à ce budget dans le détail et même dès demain sur l'aspect sécurité sociale. Bonsoir Gilles Kepel et pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Merci d'être notre invité franc-parler ce soir, professeur des universités, grand connaisseur, l'un des meilleurs du monde arabe. Alors, on va parler de l'escalade au Proche-Orient, jusqu'où iront les répliques du séisme du 7 octobre. Vous publiez Le bouleversement du monde chez Plomb. On voit cela dans l'invitation de Marion Becker, interview juste après. Si on vous invite, Gilles Kepel, c'est pour votre regard sur le nouvel ordre du monde depuis le 7 octobre 2023. Dans votre dernier ouvrage, Le bouleversement du monde, vous décryptez les conséquences de l'attaque d'Israël, la razzia, comme vous la nommez, puis de l'offensive de Benjamin Netanyahou contre le Hamas et le Hezbollah. Le 7 octobre 2023 creusait à travers le monde une ligne de faille inédite entre un Sud global autoproclamé et un Nord désigné comme son adversaire. L'utopie d'une globalisation heureuse, démocratique et libérale laissait la place à l'exacerbation culturelle des clivages politiques et économiques. Dans ce livre, vous inscrivez cette tragédie dans un contexte historique. Vous revenez sur les soubresauts de la région et vous analysez les causes du conflit actuel, alors qu'on n'a jamais été aussi proche d'une guerre régionale généralisée entre Israël, l'Iran et le Liban. Ceux qui tentent de nuire à l'État d'Israël en paieront le prix. Notre attaque en Iran sera mortelle, précise et surprenante. Ils ne comprendront pas comment cela s'est passé. Vous, Gilles Kepel, le politologue, essayiste, spécialiste du monde arabe contemporain qui avait parcouru ces territoires depuis 1974, vous décrivez comment le conflit a modifié les lignes géopolitiques régionales, mais pas seulement. Vous dénoncez la façon dont le conflit a été importé aux États-Unis et en Europe. Les manifestations pro-palestiniennes dans les grandes universités occidentales. Vous accusez la jeunesse et la gauche d'avoir perdu tout esprit critique et de s'être laissé emporter par ce que vous appelez un emballement simplificateur des idéologies par les activistes qui assimilent Israël au colonialisme du Nord face à la souffrance de Gaza. Le mot génocide s'est retourné contre Israël. C'est ce nouvel équilibre mondial que vous tentez de décrypter, Gilles Kepel. Et bienvenue sur ce plateau, Gilles Kepel. Merci de votre invitation. Je suis ravie de vous recevoir. On est exactement un an après le 7 octobre. Israël prépare la riposte sur l'Iran, qu'elle promet, je cite, mortelle, précise et surprenante. Imaginiez-vous cela ? Franchement, le risque d'une telle escalade, êtes-vous surpris par l'élargissement du conflit au Proche-Orient et ce risque d'embrasement incontrôlable de toute la région ? Sur le principe, non, c'était inscrit dès le début et on ne l'a pas tout de suite vu parce qu'on n'a pas bien perçu que Sinwar avait déclenché le 7 octobre. Yahya Sinwar, Yahya Sinwar, le patron du Hamas, avait déclenché la razzia pogromiste, comme je l'appelle, du 7 octobre, sans en référer ni à l'Iran
ni au Hezbollah, qui étaient ses parrains, mais pas vraiment ses mentors. Le Hamas est un parti sunnite palestinien, issu de la filière des frères musulmans, qui n'était pas particulièrement pro-iranien. Les Iraniens avaient un parti à eux qui s'appelait le djihad islamique. Mais pendant les révolutions arabes, les populations arabes se sont surtout focalisées sur la lutte contre leurs propres dirigeants et despotes, et d'une certaine manière se sont désintéressés de la cause palestinienne comme telle. Et les Palestiniens, à ce moment-là, et notamment Hamas, se sont rapprochés beaucoup de l'Iran, qui étaient les seuls à vouloir les aider, à leur fournir des armes, etc. Et de ce fait, Yahya Sinwar, quand il a déclenché le 7 octobre, a vu une opportunité parce qu'il y avait un effet de surprise terrible, parce que Netanyahou aussi... L'a laissé faire d'une certaine façon. Oui, Netanyahou, c'était un peu... En fermant les yeux sur le financement par le Qatar de la bande de Gaza. Non, en le favorisant. En le favorisant. Avec d'ailleurs l'appui aussi des États-Unis, puisque le Qatar finançait Gaza, c'est-à-dire Hamas, de manière à ce qu'il y ait de l'argent. Les Égyptiens laissaient passer toutes sortes de choses, et aussi des armes d'ailleurs, par les tunnels. Et au fond, c'était un peu un enrichissez-vous. Et il était convaincu, donc Bibi Netanyahou, qu'on voit ici, que, comme ça, si j'ose dire, Sinwar, si je puis m'exprimer ainsi, aboierait mais ne mordrait jamais. Et il a mordu. Il a plus mordu que très ça. fort, et ça l'a d'ailleurs dépassé, je pense, parce qu'il n'imaginait pas qu'il y aurait, ce serait tellement facile. On a les images qu'on a vues sont absolument atroces. Et surtout, semble-t-il, il ne savait pas qu'il y avait ce festival, le festival Nova, qui a fourni une occasion de tuer une quantité de gens incroyable, de prendre tellement d'otages, que d'une certaine manière, il s'est trouvé dépassé, c'est horrible de le dire comme ça, par son succès. Et ça a mis la barre extrêmement haut. Et de ce fait, l'Iran et le Hezbollah le Hezbollah, c'est le bras armé chiite le bouclier, le glaive de l'Iran, qui s'est cassé d'ailleurs en ce moment, ce qui était ça qui est très intéressant. Eux, ils étaient habitués à une attaque graduée d'Israël, provoquée pour le déstabiliser un peu. Et tout d'un coup, par le biais du 7 octobre, l'Iran et Hezbollah, et la Syrie d'Assad aussi, ont été pris dans une escalade, un engrenage, d'où finalement ils ont été les acteurs passifs, si j'ose dire. Ouais, alors que cherche exactement Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il a une vision stratégique? Je voudrais vous faire écouter Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui parle des risques de l'escalade. Écoutez. Il faut bien comprendre que et Téhéran et Israël font au fond de l'escalade un outil pour la désescalade, comme on dit chez les stratèges militaires. En clair, cherchent à rétablir chacun une dissuasion en ayant le dernier mot. Sauf qu'on le voit bien depuis cet été, la machine s'enraye et que cette escalade ne se traduit que par de l'escalade. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez une vision politique et stratégique chez Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il y a une forme de fuite en avant sans autre but que la vengeance? Alors, il y a deux choses pour lui. Il y a d'abord la dimension politique israélienne. Il est tenu pour une grande partie des Israéliens comme responsable du 7 octobre du fait de son manque de vigilance. Il faut laver l'affront. De ce qu'il appelle en hébreu, je crois, sa conceptia. C'est pas très compliqué, ça veut dire concept. Voilà, ou conception, exactement. Et de ce fait, à partir du moment où il remporte une victoire militaire réelle, mais simplement tactique, c'est-à-dire la démolition, la décapitation du Hezbollah, qui a été quelque chose de très impressionnant. C'était une sorte de blitzkrieg numérique, depuis l'explosion des beepers jusqu'à la liquidation de la plupart des chefs qui posent d'ailleurs des questions, et notamment de Hassan Nasrallah. C'est un succès militaire qu'il veut transformer en succès politique, puisqu'il espère faire rentrer les habitants du nord d'Israël chez eux. Ça, c'est pas encore gagné. Mais surtout, c'est pas seulement la démolition du Hezbollah comme tel, c'est le fait que l'Iran se retrouve sans son bouclier et son glaive. Et c'est l'Iran qui est exposé directement. Et c'est ce qu'a déclaré M. Galland, que vous avez cité le ministre de la Défense israélien, à savoir, on va leur infliger quelque chose. Et l'Iran a tiré 2 fois déjà. Une fois en avril, le 13 avril, la nuit, quand les Israéliens avaient liquidé la plupart des chefs des gardiens de la Révolution en Syrie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'axe de la résistance, entre guillemets, que l'Iran dirige, il y a la Syrie de Bachar al-Assad, il y a le Hezbollah, il y a les Houthis, il y a quelques chiites irakiens, et la Syrie est le maillon le plus faible.
parce que le régime d'Assad ne tient qu'avec des ficelles, qu'avec la présence de miliciens du Hezbollah et de gardiens sur son territoire. Donc, les Iraniens étaient obligés de répliquer pour avoir assuré, si vous voulez. Mais aujourd'hui, la dissuasion ne marche plus, ou en tous les cas, on sent bien que même si Israël tarde à riposter, elle va riposter. Oui. Vous pensez que Benjamin Netanyahou n'est plus sous la pression des Américains, qui pourrait même jusqu'à vouloir recomposer géopolitiquement la République islamique d'Iran Alors ça, c'est peut-être son rêve, mais c'est vrai qu'il est dans un créneau qui lui est apparemment très favorable, puisque si vous me permettez d'utiliser le terme venant de la psychanalyse, il n'a plus de surmoi américain, puisque Biden, je ne dis pas, est dans les choux, mais enfin, a jeté l'éponge, la Maison-Blanche. C'est une période toujours, l'élection américaine, assez peu propice à l'expression de politique étrangère. Biden est très prudent. Trump et Kamala Harris ne bougent pas du tout. Et eux, ils sont obsédés par d'autres enjeux. Biden a dit, si vous attaquez l'Iran, on ne va pas vous soutenir dans une action d'importance X. Ce qui veut dire quoi? Imaginez que l'Iran voit son industrie nucléaire ou pétrolière détruite. Augmentation gigantesque du prix de l'essence. Surtout si l'Iran, du coup, pour se venger, ferme le détroit. ou tire sur des installations saoudiennes. Oui. Donc les conséquences, elles sont pour nous tous. Et ça veut dire pour l'élection américaine que Trump gagne, parce que les électeurs diront c'est la faute de Biden et donc de Kamala Harris si l'essence augmente. Je voudrais qu'on dise un mot de votre livre, Le bouleversement du monde. D'ailleurs, on en parle déjà dans cet entretien, mais quand même, votre vision, c'est d'expliquer que le 7 octobre est une date aussi importante d'ailleurs que le 11 septembre 2001. Plus, pourquoi ? Plus parce que le 11 septembre n'a pas cassé l'Occident de l'intérieur. Rappelez-vous Le Monde, journal peu suspect de pro-américanisme, qui avait titré « Nous sommes tous Américains ». Aujourd'hui, Le Monde a changé, il ne titrerait plus ça, mais aujourd'hui, on voit bien, vous avez montré les images des universités, que ce soit Sciences Po, les autres, Columbia, j'ai été chassé pour mal penser, etc., où il y a une espèce de coupure qui s'est construite. Et vous avez évoqué aussi la question du génocide. En 1945, l'Est comme l'Ouest sont d'accord sur rien, sauf sur le fait qu'il y a eu le génocide nazi contre Israël, c'est une chose épouvantable, et que ce sont les fondements moraux de l'ordre du monde que construit l'ONU en 1945. Aujourd'hui, il y a eu un retournement de cela, et on explique, quand on est du Sud global, que le génocide, c'est ce que Israël effectue à Gaza, et que Israël est l'expression la plus aboutie du principal crime contre l'humanité, qui est la colonisation, dont le Nord est coupable et le Sud a vocation à réclamer réparation. Donc, si vous voulez, un monde qui était longitudinal, c'est-à-dire l'Ouest opposé à l'Ouest, ça se traduisait par la gauche contre la droite dans nos parlements, si vous voulez. Vous avez un monde latitudinal, c'est-à-dire le Sud contre le Nord, qui se traduit par une recomposition qui est davantage identitaire dans nos sociétés. Avec des fractures dans le Nord, on le voit avec ce mouvement de la jeunesse partout en Occident. Jusqu'où, c'est ma dernière question, selon vous, elle ira, cette polarisation identitaire, dont vous avez vous-même d'ailleurs fait les frais, et vous ne vous en cachez pas? Oui, tout à fait. C'est divers frais. J'ai d'abord été condamné à mort par Daesh, ensuite chassé de l'université, mais je suis toujours là. Et ce qui est frappant, c'est effectivement, on le voit même dans notre société, dans notre système politique. J'écoutais votre débat juste avant et vos invités. On est frappé, quand on a vécu dans une 5e République où il y avait toujours un parti majoritaire du gouvernement, on a un gouvernement suspendu entre, d'un côté, ceux qui font du clientélisme dans les banlieues, je cite François Ruffin parlant de Mélenchon, et ceux qui sont obsédés par le grand remplacement. Et, vous en parlez. Donc, et ça, on l'a vu dans la campagne européenne, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Aux États-Unis, en Angleterre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et en tout cas, j'essaie de montrer comment ça marche. Je ne suis pas en train de prendre parti, mais de montrer comment ça marche. En tout cas, c'est passionnant de vous lire. Et cette grille de lecture, elle apporte fondamentalement à cette période chaotique que nous traversons. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Gilles Kepel, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, c'est à lire aux éditions Plomb. À très bientôt, je l'espère. On s'arrête là, en ce qui nous concerne. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur LCP.